Ma prochaine invitée, Géraldine Martin, présidente directrice générale d'Evol, une femme extraordinaire, une femme que j'ai l'impression de connaître depuis toujours, j'ai la sensation. Elle va vous parler des 7C, je n'en dis pas plus parce qu'elle l'amène d'une manière qui est extraordinaire. Elle va vous parler aussi de la marguerite. Alors, vous voulez en savoir plus? Écoutez cet épisode de podcast avec Géraldine Martin. Géraldine, enchantée enfin de te voir en personne parce qu'on s'est parlé sur Zoom. Oui, bonjour. Un plaisir de te recevoir au studio et au podcast Briller en soi et ensemble, vraiment. Merci à toi. Très, très contente d'être ici avec toi. Tu es une personne, et le peu que j'en connais, hein, parce qu'on s'est parlé, 30 minutes, 1 heure peut-être, parce que finalement, on avait pas mal jazzé. Ça a débordé un peu oui, déjà. Oui, c'est une personne humaine qui m'a réellement touchée, une sensibilité et une bienveillance, une douceur. Il y avait tous ces mots-là qui me venaient ce matin quand j'arrivais. Et j'avais hâte de te rencontrer en personne et de commencer à te poser quelques questions. Présidente, directrice générale de Evol, mais il y a tout un parcours en arrière, il y a toute une personne en arrière. Et avant qu'on rentre chez Evol, j'aimerais qu'on adresse qui tu es. On entend l'accent français. Encore un petit peu. Mais je pense qu'on le perd pas, Géraldine. On le perd pas, mais quand je vais en France, on est persuadé que je suis pas française. Alors, on sait pas trop, mais les gens pensent que des fois, il faut que je leur dise que je viens du Québec. Ah, vous êtes québécoise? Et je suis fière de dire, oui, je suis québécoise. Et après, je leur explique, non, en fait, oui, mais je suis française également. Donc, ça fait 25 ans que j'ai immigré au Québec, pile 25 ans, en fait. Sur un coup de tête, en fait, à l'origine. À la fin de mes études, je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller chercher une expérience à l'étranger. Donc, j'ai commencé à faire mes papiers. En fait, à distance, à l'époque, on était capable de faire ça quand même assez rapidement. Oui, c'était plus était facile. Chanceux. Ouais. Et c'est comme ça que c'est parti, finalement. Et un jour, j'ai reçu mon visa par la poste en France. Et je me suis dit, ah, ok, j'y vais ou j'y vais pas. Et finalement, on a décidé d'y aller avec l'idée, je dis on parce que j'étais avec mon conjoint à l'époque, le papa de mes enfants, et on s'était dit, on y va peut-être pour 1 an, 2 ans, puis après, on verra. Et finalement, je ne suis jamais retournée. C'est ça hein, qui arrive. Et cette humanité-là, cette force-là, ce courage-là, parce que ça prend beaucoup de choses hein, pour pouvoir venir et décider de quitter un pays, quitter ses ressources, quitter ses repères, quitter la famille aussi. Qu'est-ce qui a fait que t'as senti cet appel-là vers le Québec? C'est marrant parce que je pense que je l'ai compris un petit peu plus tard. C'est-à-dire que sur le coup, on est quand même jeune, idée coup de tête, go, on y va. Bon. Et après, je me suis rendu compte que peut-être que j'avais fui quelque chose. Ok. Avec le recul, je cherchais ma voie professionnelle, mais j'étais quand même prise dans un stress parisien. J'habitais en banlieue parisienne où le climat social n'était quand même pas évident. Mais moi, j'ai toujours grandi là-dedans. Donc, C'était ta réalité. C'est comme ça, exactement. Mais quand je suis arrivée ici, tout d'un coup, j'ai senti vraiment que la pression diminuait. Je sentais que quand je sortais dehors, quand je prenais le métro, quand je faisais mes courses, j'avais moins de stress, d'insécurité. Et avec le recul, je me suis dit, mais c'est pour ça finalement que je suis là. Je devais fuir quelque chose. Par contre, je ne fuyais pas ma famille. Ça a toujours été un déchirement de se dire, OK, on part, mais en même temps, on a recréé des moments complètement différents avec eux. Ils sont venus souvent nous voir, on retourne quand même, on a la chance de pouvoir quand même y retourner aussi souvent. Donc, on crée des liens différents. Comment tu as la sensation que cette immigration-là a façonné la leader que tu es aujourd'hui? Je pense au niveau peut-être de la prise de risque, sauter dans le vide. Alors, mon conjoint me dit souvent, Géraldine, on saute pas dans le vide, on saute dans le plein. On saute dans le plein de projets, on saute dans plein d'affaires. Alors, on saute jamais vraiment dans le vide. Ça, c'est une autre manière de voir le risque, si on veut. Mais sûrement que cette idée de « oh, j'ai rien à perdre, fonce », c'est venu un peu avec cette idée-là d'avoir traversé l'océan, puis de se dire « bon, finalement, si on relativise là,
s'il se passe de quoi, s'il y a un problème. Au pire, je rentre en France. Au pire, Mmh. ça me permet de relativiser aussi Mmh. énormément chaque action qu'on prend. Oui, finalement, qu'est-ce qui peut arriver quand tu prends telle décision, quand tu prends telle décision? Ben, pas grand-chose finalement. En général, pas grand-chose. Quand tu regardes justement, parce que ça fait un moment que tu es ici, tu as eu énormément de postes, tu as pris de l'expérience. Quand les gens sont bloqués justement avec la prise de décision, c'est quoi que tu observes qui les bloque? C'est quoi les peurs que tu vois et que tu ressens? Chez les gens face à moi, souvent, ils ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet. Alors qu'en fait, quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'ils connaissent ça. Puis, je les invite beaucoup à visualiser finalement, à dire «Mais non, t'es bon là-dedans. Dis-toi que t'es bon, puis tu vas y arriver. Dis-toi que tu sais, t'es le ou la meilleure dans ton domaine. Donc, il n'y a personne qui va pouvoir te piéger ou qui va pouvoir...» Donc, un petit peu ce genre de conseils-là, Mmh. finalement. Mais en général, c'est un petit peu ce que j'observe, c'est du manque d'assurance. Et pourtant, en général, les gens, ils ont les compétences, ils ont déjà... euh, des fois, c'est la peur d'aller vers l'inconnu aussi. OK, pourquoi j'irai vers telle personne? Mmh. Comment je fais? Mais tu es capable de décrocher un téléphone, tu es capable de parler, tu es Mmh. capable de... Puis tu n'as rien à perdre. Au pire, la personne ne te répond pas. Alors, c'est relativiser finalement des petits gestes. Et puis, une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, on prend l'assurance. Donc, c'est un peu ça que j'ai observé en général autour de moi. Ou ce que j'ai pu observer aussi des fois, c'est des gens qui ne sont pas capables de prendre une décision. Donc, qui sont dans l'incertitude Le doute. perpétuelle, le doute. Mais ça, c'est des gens, c'est ça, qui ont peur. Ils voient toujours le pire. Puis souvent, s'ils décortiquaient, en fait, ils se rendraient compte qu'il n'y a rien de si risqué que ça Mmh. en général. En Mmh. général. Est-ce que ça a toujours été là, ce besoin d'élever, de cultiver l'autre, de l'aider à croître, cette humanité-là, que je reviens encore sur ce mot-là, parce que c'est comme si que, enfin, je te connais depuis peu, mais c'est comme si que t'es né avec et que c'est inné chez toi. Euh, comment tu le vois? Est-ce que tu le perçois, cette caractéristique que moi je vois de toi? Ou on te le dit On me peut-être? le On dit te le dit? plus, je te Ok. dirais. Et puis, donc, je me dis, bon, ça doit être mon approche de leadership authentique, j'imagine. En tout cas, moi, j'essaie toujours d'être le plus moi possible, pas d'être une autre personne. Mhm. Mais je te dirais, au début de ma carrière, pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, je suis arrivée au Canada. Là, j'étais recherchiste dans le milieu des médias. J'avais un mentor. Je faisais exactement ce qu'on me disait de faire. Par contre, j'étais dans un secteur où tous les jours, j'étais en contact avec du monde. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je faisais des entrevues avec des entrepreneurs à chaque jour, là, parce que je préparais une émission quotidienne de télévision. Donc ça m'a probablement, là, je réfléchis en même temps, on m'a jamais Mhm. posé cette question-là, mis en contact avec l'humain ou l'humaine de manière très régulière finalement, et d'être toujours à l'écoute, parce qu'il fallait que je prépare les entrevues, fallait donc tu poses des questions, tu dois comprendre comment l'autre pense, tu dois... Donc naturellement, je pense que ça s'est développé comme ça. Mhm. Mais de là te dire qu'à la fin de mes études, je me suis sentie comme ça, je suis sûre que Tu ma savais, voix est ouais. là. Mhm. Non, impossible, vraiment Ouais. pas. Mais souvent on dit c'est en le faisant, hein, on Exactement. expérimente, on voit, on rentre en communication avec certaines personnes aussi qui nous mettent sur un chemin. Exact. C'est vraiment la rencontre Oui. ouais. Oui. Puis d'ailleurs, petite anecdote, moi j'ai vraiment eu la chance, on m'a ouvert des portes ici au Québec parce que j'ai rencontré une personne en France. Je travaillais dans une agence de presse en France et un jour, il y a un Québécois qui est un professeur de journalisme, en fait, assez connu au Québec, qui débarque avec un groupe d'étudiants. Et quand j'ai su qu'un Québécois arrivait pour visiter en fait l'agence de presse, c'était l'agence de presse Bloomberg, je me suis dit, il Mhm. faut que j'aille le voir. Peut-être qu'un jour, je vais être au Québec. J'étais en train de faire les démarches pour revenir au Québec. Et je me suis dit, je vais aller le voir. Puis ce monsieur-là, je me suis présentée. Je lui ai dit, ben, peut-être que je vais venir au Québec. Je connais personne. Est-ce que je peux vous appeler en arrivant? Mhm. Et ce monsieur-là m'a donné son numéro de téléphone. Je me souviens sur un petit bout de papier. Et à peu près 6 mois plus tard, j'arrive au Québec. C'est la première personne que j'ai appelée. Je connaissais personne d'autre. Et cette personne-là m'a donné le nom de 2 autres personnes.
dans les médias. Ces 2 personnes m'ont donné de l'emploi à la pige dans un premier temps. Donc, de partir d'une personne, d'avoir eu quand même le courage d'aller la voir, mais j'avais rien à perdre. Au pire, il me donnait pas son numéro de téléphone, ou au pire, voilà, c'est tout. Il me donnait un faux, j'en sais rien. Qu'importe. Mais ça a été la clé. Donc, développer son réseau, connecter avec son réseau, entretenir son réseau, ça m'a permis vraiment d'avancer. Donc, d'avoir des portes ouvertes, finalement, quand je suis arrivée au Québec. Et ce que j'entends, c'est que finalement, le réseautage, c'est pas juste pour les entrepreneurs. C'était chez Ovol, on en voit, on sait qu'on doit faire du réseautage, mais c'est pas juste pour c'est pas juste pour les entrepreneurs. Ah non, c'est tout le monde. Ben, pas juste pour les entrepreneurs, mais moi, je me considère comme entrepreneur. Maintenant, humblement, je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas parti une entreprise de zéro qu'on n'est pas entrepreneur. Moi, je reprends une entreprise, j'ai la responsabilité de la pérennité de l'organisation. Je me sens quand même entrepreneur. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Mais l'idée du réseautage, c'est entrepreneur, professionnel. Moi, je trouve que tout le monde a gagné de faire ça. Juste à mieux connaître les gens autour de toi. Après, t'en fais ce que tu veux. Finalement, c'est pas forcément après pour rappeler la personne parce que tu as un besoin. Tu auras peut-être juste passé un bon moment. Puis tu auras peut-être reçu quelque chose de valeur qui va te faire grandir en tant qu'humain, humaine. Mais des fois, c'est juste une connexion, un échange. La personne arrive au bon moment, donc il y a quelque chose qui fait réfléchir sur quelque chose. Ça te donne une idée, c'est tout. Mais c'est énorme. C'est tout et c'est énorme. Exactement. Comme tu dis, cette personne-là, tu n'étais pas allé la voir, ça aurait été différent. Enfin, le chemin aurait été différent. Exactement. Donc, réseautage... Oui. Ouais. Et ça m'amène à Evol. Quand on s'est parlé, je te parlais de mon projet et pour moi, c'est tellement important de faire briller nos équipes parce que on met tellement d'emphase sur le chiffre d'affaires en entrepreneuriat, même dans toutes nos organisations. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est tellement la base de dire je m'occupe d'abord de mes équipes de travail qui vont s'occuper par la suite de leurs clients. Et si les clients après, le reste, il va suivre au niveau financier. Puis là, tu me parlais de la marguerite, de l'exemple de la marguerite. Et j'aimerais ça que tu nous en parles, de pouvoir, comment tu fais pour ramener l'humain, tu sais, c'est un don, c'est facile pour toi, la connexion, les échanges. Pour toi, t'es né comme ça, il y a un don. Mais il y a des gens qui ne savent pas, il y a des gens qui n'osent pas, il y a des gens qui voient que c'est le chemin, mais ils ne savent pas comment faire. Ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner pour pouvoir élever en tant que leader? Et peu importe, parce qu'on parle de leader, mais on est leader dans nos projets, on n'est pas obligé d'être tout en haut dans la hiérarchie. Comment on peut faire pour les aider à ouvrir une porte de conscience, pour les amener à passer à l'action dans cette humanité? Je vais revenir après sur la marguerite pour expliquer ce dont il s'agit, mais d'abord... je reviens vraiment à la base, en fait, avec les employés. Puis une des premières choses que je leur ai dites quand je suis arrivée chez Evol, je leur ai expliqué un petit peu ma philosophie de communication. Puis je suis revenue à ce que j'appelle ma règle des 7 C. En fait, je vais l'expliquer. Le premier C, c'est le C de la communication de base. C'est-à-dire, on se rencontre, on va dire, à la machine à café. Je te demande comment ça va, est-ce que tu as passé un bon week-end, comment vont les enfants? Juste une connexion pour comprendre qui est l'autre, nouer le dialogue. Okay? Une fois que la communication est établie, le deuxième C, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un lien de confiance intéressant qui s'établit, donc on commence à se confier l'un à l'autre. Ça permet d'arriver à la collaboration. Une fois que tu as confiance, tu te dis, je suis capable de commencer à travailler avec cette personne-là, je lui fais confiance, je vais être capable d'apprendre, je vais pouvoir me confier. Okay? Une fois que tu as alors, faut pas que je me trompe là, la confiance et la collaboration, pardon, tu peux commencer vraiment à être dans la créativité, ok? Parce que là, tu te lâches un peu là, puis là, les idées sortent, mais ça, tu peux le faire juste quand tu es dans un terrain. Dans la protection, dans une sécurité. Exactement, dans une sorte de sphère de confiance, ok? Par la suite, tu as ce que j'appelle le courage, parce que c'est bien beau d'avoir les idées dans ta tête, ok? D'avoir toute la créativité, mais si tu passes pas à l'action,
Donc, le courage de passer à l'action, ça ne sert à pas grand-chose finalement. Okay. Et souvent, on vit de la frustration d'ailleurs. On a beaucoup de gens qui sont bloqués là, que je coach, qui ont plein de choses à dire, puis qui n'osent pas. Qui n'osent pas, parce qu'ils n'ont pas les outils, peut-être pas les moyens. Exact. Il faut aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Ouais. Par la suite, on arrive donc au 6e C, qui est ce que j'appelle le continuum. C'est parce que quand tu l'as fait une fois, c'est pas terminé. Il faut toujours recommencer. Et tu retournes à la machine à café. Recréer à ton lieu de confiance, de collaboration, de créativité, de courage continu. Il en reste un qui est le cœur. En fait, tout ça fonctionne si finalement tu fais ça avec authenticité, avec cœur. Donc, je suis vraiment partie comme ça avec les équipes. Il n'y a pas de grand secret, il n'y a pas de grande stratégie. C'est un peu ce chemin-là que je recommande, et d'y aller à petits pas avec les équipes. Et puis, c'est comme ça qu'on va être capable de travailler ensemble. Après, comment ça se matérialise au quotidien, c'est sûr qu'il faut provoquer les rencontres, il faut qu'il y ait les réunions appropriées. En plus, nous, chez Evol, on est en télétravail quasi à 100% depuis 30 ans, depuis les tout débuts, parce qu'on est partout sur le territoire. Et moi, mes équipes sont complètement décentralisées, finalement. Donc, il faut vraiment créer des points de rencontre virtuels et puis forcer les rencontres présentielles quand même. Mais c'est toute une logistique. Mais ça se fait très bien. Vous êtes combien d'employés chez vous? Donc, on est 65 répartis sur tout le territoire. Et ce qui m'amène à l'histoire de la Marguerite, parce que nous, c'est notre organigramme, en fait. La Marguerite, au milieu, c'est l'entrepreneur, parce qu'on travaille au service pour l'entrepreneur. Donc, le cœur de la Marguerite, c'est l'entrepreneur. Et autour de la Marguerite, on a nos directions régionales, qui sont les personnes qui sont en première ligne, finalement, face aux entrepreneurs. Et chaque pétale de la Marguerite, en fait, c'est une équipe, parce que chaque équipe est au service de l'entrepreneur. Il n'y a pas une équipe plus importante qu'une autre. Il n'y a pas un pétale plus gros qu'un autre. Chaque pétale est au même niveau qu'un autre pétale. Et ce n'est pas parce qu'une équipe a 2 personnes et une autre a 15 personnes qu'elle est plus ou moins importante. Chacun a son rôle, chacun est au service d'eux. Évidemment, on fait un lien avec la Marguerite, avec le fait qu'on est tourné vers le développement durable. Et Vol, on finance des projets qui sont tournés, qui sont tous à 100% tournés vers l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, ça faisait un petit clin d'œil finalement aussi à notre approche. Voilà. Et par rapport aux valeurs, parce qu'après, tu attaches ça certainement avec les valeurs de l'organisation, je suppose, parce que... Oui, mais oui. Alors, moi, j'aime beaucoup. On a les valeurs, évidemment, collaboration, mais on a la mission, on a la vision, mais on a surtout, ça j'aime ça, mettre l'accent là-dessus, la raison d'être. Donc, une mission, c'est ce qu'on fait. La vision, c'est où on va. Les valeurs, c'est ce qui nous tient. Mais la raison d'être, c'est qu'est-ce que ça donne à la société. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi. Et mon grand rêve, moi, c'est qu'un jour, toutes les entreprises, que ce soit les OBNL, les coopératives, les Inc., aient toute une raison d'être. Pour moi, chaque entreprise devrait être consciente en fait de ses impacts positifs, négatifs, sociaux, environnementaux. Ça donne quoi à la société ce que je fais? Est-ce que ça donne suffisamment? Est-ce que je réduis mes effets négatifs au moins? Ça, c'est un minimum. Ou est-ce que je suis capable d'en faire plus et de faire en sorte que je compense plus que? Où je transforme quelque chose, par exemple l'économie circulaire, on va aller utiliser les déchets de lin qui sont les intrants pour nous. Puis ça nous permet de résoudre une problématique liée aux déchets ou au gaspillage, par exemple. C'est extraordinaire. Et cette raison d'être-là, parce qu'il y a la raison d'être de l'organisation, il y a la raison d'être de chacun des membres de l'équipe aussi. Oui. Comment tu t'assures que ça... Ça, c'est une très bonne question. Ça s'aligne. Ce qu'on a fait l'année dernière, on a fait un atelier. Alors, on a un grand rassemblement annuel chaque année. Et on a fait un atelier sur notre pourquoi personnel, pour savoir si notre pourquoi personnel résonnait comme il faut avec le pourquoi de l'organisation. Et puis, si les gens sentaient qu'ils déviaient un petit peu, c'était juste intéressant de se dire pourquoi. C'est une forme d'introspection. Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Est-ce que ma contribution est alignée? Ou est-ce qu'il faut que j'ajuste? Ou limite, est-ce qu'il faut que je quitte? Il n'y a personne qui a quitté, là, tout le monde. Mais ça permet de recentrer. Mais de se poser les bonnes général, questions. C'est qu'est-ce qui fait du sens pour moi au travail et qui fait que j'aime travailler dans cette organisation qui, elle-même, globalement,
fait du sens. Et parce qu'automatiquement, je sens que je contribue. Exact. C'est ça. Il y a pas réellement un gros travail à faire parce que c'est logique. C'est ça. Ça fait partie Exactement. Comme on a des employés qui sont très sensibles par rapport à la question de l'inclusion pour diverses raisons. Des fois, c'est une histoire personnelle. Des fois, c'est parce qu'ils ont déjà évolué dans des organisations tournées vers. Puis eux, ils veulent continuer finalement dans ce domaine-là. Parce que je parlais du développement durable, mais l'inclusion fait partie du développement durable. Et un de nos grands critères chez Evol, c'est qu'on octroie des prêts à des clientèles sous-représentées en entrepreneuriat. Les femmes, les immigrants, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les membres de la communauté LGBTQ2+, les membres des Premières Nations et la nation Inuit. Donc, pour moi, c'est un minimum. Il faut quand même être intéressé par ce genre de clientèle-là, puis vouloir une forme d'égalité pour tous pour travailler chez nous. Sinon, je ne comprends pas. Comment, justement, tu t'assures? Parce que actuellement, il y a certains secteurs d'industrie où il y a un manque de main-d'œuvre. Pas dans tout, ça commence à s'arranger, mais à certains secteurs, comment on s'assure justement de pas dire j'ai quelqu'un qui va pouvoir éteindre le feu à court terme en sachant que sur le long terme ça risque de ne pas coincer. Comment tu t'assures? Quel conseil tu pourrais donner justement aux gens quand ils engagent de faire attention justement à leur raison d'être, à leur mission, à leur vision, à leurs valeurs, et quel genre de questions ils pourraient même poser ou quand ils recrutent? On a tendance à aller beaucoup en recrutement, mais quand même de moins en moins là, mais sur le côté technique. Là. Donc oui, c'est important, mais je dirais que ça se vérifie assez rapidement. Puis le conseil que je donne, c'est prendre le temps et de poser les questions très, très simples, très ouvertes. Les gens vont automatiquement se dévoiler. Là. Tu leur demandes, parle-moi de ton parcours, mais pas en 2 minutes. Là. Prends le temps d'écouter le parcours, puis rebondis sur les questions, un peu comme tu fais avec moi maintenant. Et parfois, des fois, on est pressé dans le temps. On a 20 minutes, on va y aller avec 3 questions. C'est là où il ne faut pas hésiter à aller... OK, je vais aller prendre un café avec cette personne pour être certaine. Quitte à ce que le processus soit un petit peu plus long. C'est pas grave. Tu vas prendre un café avec cette personne-là pour t'assurer que le fit au niveau de la culture est bien là, que la personne est bien là pour les bonnes raisons, finalement. Puis à un moment, tu peux avoir quelqu'un qui, dans sa vie, a besoin d'être là, à ce moment-là, répond, puis la même personne, peut-être ailleurs, plus tard, puis c'est correct, elle aura fait un bout de chemin avec nous, puis après, avec son bagage, elle partira ailleurs, puis c'est correct. C'est correct. Mais on n'a pas de problème pour recruter, ça, je croise les doigts, parce qu'en général, les gens sont très attirés par notre modèle, mais ça arrive qu'on ait quand même des jeunes qui arrivent chez nous, puis notamment dans le domaine financier, puis qu'après, ils veulent poursuivre leur carrière, veulent d'autres responsabilités. Puis nous, il y a une limite à ce qu'on peut offrir aussi. Donc, on offre des conditions quand même intéressantes en termes d'avantages sociaux. Ou, par exemple, on offre beaucoup de télétravail, comme je disais, mais ça paraît un peu... aujourd'hui classique, mais quand même, là, par exemple, nous, on a beaucoup d'immigrants qui travaillent chez nous, donc on leur permet l'été de partir un mois en télétravail dans leur famille. Donc, j'en ai qui sont en Afrique, en Europe notamment, et qui peuvent... Ils sont prêts avec le décalage horaire quand même, mais au moins, on le gère très bien, on le gère bien, tout le monde s'adapte, et puis eux travaillent un petit peu plus tard, évidemment, quand ils sont en Europe, mais tout est faisable, là, donc... Et ça a beaucoup de valeur, finalement. Donc, il y en a qui restent pour ça. Puis d'autres, c'est ça, parfois, qui veulent poursuivre ailleurs, comme dans n'importe quelle organisation. Mais avec Evol tatoué pareil. Pareil. Tu sais, j'ai l'impression des fois de vivre dans un monde de bisounours parce que pour moi, c'est tellement simple, les relations où on prend le temps de s'écouter, de se parler de cœur à cœur, et puis dans cette simplicité-là, et puis de dire, mon organisation s'en va à telle place, je vais faire le mieux pour que ça fonctionne. Selon toi, c'est quand je parle d'humain dans les organisations, quand j'ai des gens en coaching qui me disent, Zara, je dois sortir de là où je suis parce que mon employeur, c'est pas le bon, voici ce qu'il fait. J'ai été prise au dépourvu à une époque parce que je savais pas où les amener. Grâce au podcast aujourd'hui, j'ai au moins actuellement une 20aine de personnes à qui je peux référer. Donc, il y en a des gens qui ont fait le virage humain, qui mettent la bienveillance, puis pas juste une bienveillance galvaudée en disant non, mais c'est un mot chez nous, mais vraiment avec des actions concrètes. Quel
qu'est-ce que tu pourrais dire pour inspirer les personnes qui n'ont pas encore fait ce virage-là ou qui n'osent pas le faire par peur de perdre le contrôle ou de devenir trop gentil ou de ne pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour inspirer ces gens-là? Pour leur dire que ça marche, que ça fonctionne. Oui. En fait, il faut bien doser, hein, parce que je pense que la bienveillance, ça a de la valeur, puis le sentir que la personne est écoutée, principalement, c'est ça la clé. Ça prend ça pour que la personne embarque. Mais il y a un moment, j'ai bien aimé ce que tu as dit là. Moi, on m'a déjà dit que j'ai peut-être l'air trop gentille, justement. OK? Donc, puis là, ça m'a fait réfléchir. Moi, je pense qu'on peut être gentil et ferme aussi, clair aussi. Donc, le leader doit, à mon avis, à un moment, arrêter un peu la discussion. On peut bien... Parce que nous, par exemple, chez Evol, on est tellement à l'écoute et tout, ça peut être long. Ça peut... OK, on s'écoute-tu trop des fois? Je pousse à l'extrême, là. Mais à un moment, c'est OK, non, on décide, c'est ça qui est ça. On n'est pas en train de consulter tout le monde, on n'est pas en train de demander à tout le monde comment il va non plus là. Il faut quand même se mettre des limites, mais de garder des espaces vraiment d'échange authentiques. Puis ça, je pense qu'on est capable. Mais il faut savoir doser. Vraiment. Parce que c'est ça. J'ai bien aimé ce que tu as dit là, vraiment, être trop gentil. Non, on n'est jamais trop gentil, mais de donner l'impression que ça veut dire, OK, est-ce que à un moment, le leader, il doit donner la direction, clairement, c'est ça qui est ça, puis les gens attendent ça, en général. Les gens, ils aiment ça participer, mais à un moment, ils ont besoin d'un capitaine ou d'une capitaine. Et leur dire, on va dans cette direction, puis OK, c'est bon, on va dans cette direction. Donc, le dosage, je trouve, entre... C'est la main de fer dans un gant de velours, exactement, finalement. Puis c'est pas toujours facile. Et puis, moi, j'apprends encore... tous les jours sur ce genre de choses parce que j'ai tendance justement à être beaucoup à l'écoute et tout. Puis à un moment, je dis, non, je perds trop de temps là-dessus aussi. Là, j'ai ça à faire. Puis il me semble que là, c'est ça qui est ça. Il faut pas tourner en rond. Donc, il faut être dans l'écoute, mais être ferme sur la direction, ferme sur le cadre. Okay, je dis souvent, on symbolise l'équipe beaucoup avec le cercle, la liberté avec le cercle et tout. Mais je dis souvent à l'équipe, OK, mais ça nous prend aussi un cadre autour du cercle. OK? Puis ça, c'est votre terrain de jeu, puis vous avez toute la liberté là-dedans, mais ça prend le cadre. Sinon, ça peut partir dans tous les sens. La personne, on n'est pas capable d'atteindre nos objectifs dans ce cas-là. Bien sûr. Donc, c'est ça. On ne peut pas être tout le temps dans la consultation ou l'écoute. Je veux dire, là, ça devient trop. Voilà, ça devient trop. Ça devient trop. Puis des fois, il y a même des gens qui me disent je veux bien écouter, mais là, elle vit des problèmes personnels. Je dis oui, mais ça s'appelle programme d'aide aux employés. Exactement. Ou ça s'appelle réfère à ton réseau. Exactement. On n'est pas des psychologues. Non, exact. On dit souvent qu'on a un peu, mais on n'est pas certifié en psychologie et tout. Donc, il faut savoir rediriger, puis fermer, en fait, la discussion. Ouais, j'aime ça. Et justement, ça m'amène à ces points de bascule dans ton travail. Est-ce qu'il y a eu des points de bascule où t'as appris des choses, ou ça peut être même un seul exemple, où là, ça a été vraiment un moment où tu dis, ça a changé le cours de... Oui, je pense à quelque chose, un petit détail, mais des fois, qui a une grande importance. Je travaillais à la ville de Montréal, donc j'étais dans les médias au début. Là, je suis chez Evol. Au milieu, j'étais directrice de l'entrepreneuriat à la ville de Montréal. Puis, mon supérieur a quitté. Puis moi, c'était moi qui gérais l'intérim de tout le service de développement économique. Et donc, je travaillais directement avec le directeur général à l'époque de la ville, qui était Monsieur Marcoux. Et c'était la période budgétaire. J'avais comme jamais fait ça, mais j'arrivais avec tous mes chiffres et tout. Et il y avait comme des urgences, en fait. Je voulais absolument avoir des approbations sur telle et telle chose. Donc, je suis arrivée un petit peu toute croche, je pense, mais au meilleur de ma connaissance. Ça faisait pas très longtemps que j'étais à la ville, en plus. Et M. Marcoux m'a dit quelque chose de vraiment intéressant que je garde encore aujourd'hui, qui me sert énormément. Il m'a dit, bon, Géraldine, moi, là, c'est quand c'est urgent que je prends le temps. Puis, il m'a dit, est-ce que tu connais la citation, là, de Bonaparte, en tout cas, c'est la référence est Bonaparte, mais ça vient d'autres personnes aussi, qui dit « hâte-toi lentement, sache te hâter lentement ». Okay, ce qui veut dire,
va pas te précipiter parce que tu vas faire n'importe quoi. Travaille vite et bien, mais prends le temps de. Souvent, on va t'arriver avec plein de dossiers super urgents, ok? Puis là, dire, ok, vite, je vais signer. Puis tu vas pas prendre le temps de lire comme il faut, tu vas pas prendre le temps de comprendre. Non, là, il faut que tu focuses, mais il faut que tu lises, ok? Il faut que tu écoutes, il faut que tu rencontres les bonnes personnes, il faut que tu comprennes, là, ok? Donc, hâte-toi lentement, c'est-à-dire, ok, concentre-toi, mais prends le temps de. Donc, j'aimais bien ce conseil-là. Et quand je sens que j'ai certains employés qui disent « Ah, c'est urgent », il y a tout le monde qui va te dire ça à un moment. Bon, on se calme, on respire, on va regarder. Mais tu sais, on ne va pas garrocher, signer comme ça ou décider sur un coin de table. Tu sais, c'est plus complexe. Donc, ce conseil-là, j'avais beaucoup aimé. Puis, c'était un homme exceptionnel, là, vraiment. Et ça a été un des meilleurs conseils de gestionnaire, en fait, qu'on m'a J'aime beaucoup parce que cette urgence, justement, je suis dans la rédaction justement du livre et puis j'écrivais cette vitesse que on se demande de rouler à 140 quand on pourrait rouler à 100 et puis c'est déjà pas mal. Prendre le temps. Exactement. Et de ralentir et comment justement on peut ralentir parce que en tant que leader, il y a beaucoup de leaders qui vont presser le citron encore, donc ça vient d'en haut. Et forcément, en bas, ça patine encore plus. Puis des fois, on a des gens comme toi qui savent se hâter lentement. Et en même temps, d'autres qui veulent être parfaits, qui veulent... donc, c'est le juste milieu encore. On arrive à cet équilibre encore. Toujours. Mais le gestionnaire, le leader doit savoir rebrasser les cartes des priorités. Tout le temps. C'est-à-dire que, OK, si on doit passer plus de temps là-dessus et se concentrer là-dessus, qu'est-ce qu'on tasse? Ça devrait être la question. J'aime ça. Qu'est-ce qu'on tasse? Qu'est-ce qu'on tasse? Puis, parce que, en plus, ça va être perçu comme une montagne par les employés. Oh, il y a ça qui se rajoute. Non, le réflexe, OK, on le prend. Qu'est-ce qu'on tasse? Chaque jour, ta liste de priorités change. Puis, ce qui était au début une journée peut très bien se retrouver à la fin de la liste, à la fin de la journée. Puis la journée numéro 2 se retrouvait peut-être en 5e position parce qu'il y a 4 autres choses qui sont arrivées puis qui doivent être en position 1, 2, 3, 4. Mais c'est ça, c'est toujours jongler avec ça. Puis ça peut donner le vertige. Puis c'est pas évident parce que les gens disent « Ah ouais, non, mais ça, c'est important, ça, c'est important, ça, c'est important. » Je fais « Ouais, mais c'est un moment, ta journée fait 24 heures, là. Puis normalement, il faut que tu dormes, que tu manges, puis que tu consacres du temps à ta famille, là. » Donc, non, c'est pas vrai que tout est urgent. C'est pas vrai. Puis juste de le dire, moi j'aime ça que les gens me disent, parce que souvent les employés vont souvent garder ça pour eux, puis là la pression monte et ils paniquent. Mais moi j'aime ça qu'ils me disent, je veux juste te dire, Géraldine, il y avait telle urgence, donc j'ai mis ça en premier, très bien. Mais donc du coup, ça va être décalé d'une semaine, parfait. Ben, on le sait. C'est parfait, on s'organise, on n'est pas dans la surprise, puis on n'est pas dans l'attente. J'attendais ça, je comprends pas, je l'ai pas, comment ça se fait? Mais on règle plein de conflits. On règle, oui, exactement. Non, dis-le, c'est pas grave. Tu vas pas atteindre ton échéancier, dis-le. Il y a personne qui va en général te tomber dessus, là. Tu lisais sur ma prochaine question parce que tu as failli dire objectif. Justement, quand on a des objectifs sur le long terme liés aux appréciations de rendement, aux évaluations à la fin de l'année ou au mi-année, c'est là que le bas blesse parce que souvent, c'est que selon les priorités, des fois, ça rentre pas forcément dans la priorité qui va dans sa liste de tâches à atteindre pour l'année. Et ça, je le vois souvent. Et les gens sont stressés parce qu'ils disent, oui, mais j'arriverai, Zara, dans 6 mois, dans 2 mois, puis là, j'ai pas fait, mais j'ai fait tout ça, mais j'ai pas réussi. Et les gens sont stressés pour ça et ça prend encore un leader. C'est quelqu'un qui tombe sur toi, c'est bon, on va le gérer, il y a pas de stress. Mais on a encore des leaders qui vont aller dire, ben oui, mais t'as pas atteint les objectifs et qui ne voient pas le travail. Oui. Mais là, le leader, à mon avis, a manqué quelque part aussi. Parce que c'est pas arrivé à la fin de l'année qu'on dit t'as manqué le travail. C'est une évaluation, ça se fait au quotidien quasiment, là où je dirais trimestre. Nous, on essaye de prendre un temps d'arrêt à chaque trimestre, ok, pour savoir si on est toujours aligné, faut-tu changer, sinon tu changes les objectifs. Je dis, non, là, il faut décaler ça. Maintenant, c'est ça la priorité. OK, parfait. On change. Donc, normalement, tu n'arrives pas à la fin de l'année où tu es complètement à des kilomètres de l'objectif numéro 1. OK? Alors, il faut... Le leader, mais aussi l'employé doit lever la main aussi. Tu sais, j'aimerais ça, refaire une mise à jour. J'aimerais ça. Tu sais, il doit
pouvoir aussi se sentir confortable de se tourner vers son leader et de lui dire... La safe space dont on parlait tout à l'heure oui, un peu. Exactement. Ça veut dire qu'il a un beau lien de confiance, il se sent à l'aise d'exprimer ses préoccupations et de lui dire, j'aimerais ça qu'on révise mes objectifs. Parce que. Il y a quand même, la majorité du temps, ça fait quand même du bon sens. Puis déjà que la personne ait le courage de dire ça, c'est une belle preuve, moi, je trouve, de maturité. Mais de le garder, souvent, ils vont pas le dire. Le gestionnaire, il peut pas tout suivre non plus. Donc, oui, lui, il doit de temps en temps poser la question, tout est bon avec tes objectifs, ça va, on peut repasser au travers, mais t'attends pas la fin. Et l'employé, de son côté, lui, doit aussi être proactif et de voir si on glisse, il doit lever un drapeau. Exact. Mais c'est vraiment une relation d'échange et de communication entre les deux. Pendant toute l'année. Et ça prend la sécurité, la protection, le lien de confiance. Exactement, l'espace de sécurité essentiel. J'aime ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre des échecs puis je tiens au mot échec parce que les gens me disent oui, mais c'est pas un échec qu'on a appris, oui. Mais sur le coup, quand on le reçoit, on le vit beaucoup, puis on se tape dessus. On a beaucoup de gens qui vont se taper dessus, qui vont s'en vouloir. Et t'as dit quelque chose tout à l'heure, j'ai fait du meilleur de ma connaissance quand tu te préparais avec tes chiffres. Et puis malgré tout, il peut arriver quelque chose. Comment on fait pour se relever de ça? Et quel conseil tu pourrais donner? Bon, j'ai en tête quelque chose, je dirais pas que c'est un gros échec, là, mais ça m'avait marqué. J'étais journaliste et j'étais chroniqueur à la télévision. Et un jour, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai complètement figé. OK? Figé en ondes, c'était la peur, là, tu paralysie totale. Puis, je suis ressortie de là et je dis, oh, mon Dieu, je suis vraiment pas faite pour ce métier-là, c'est horrible, jamais je retournerai et tout. Puis, mon patron, à l'époque, m'avait dit, non, il faut que tu reviennes tout de suite, il faut que tu brises tout de suite ce cercle-là, parce que sinon, il va rester enraciné. Bon, c'est pas un échec où ça a mis en jeu toute la pérennité d'une organisation, quoi que ce soit, mais ça m'avait marqué parce que dès le lendemain, j'ai dit, OK, il faut que j'y retourne, là. Donc, j'avais repréparé une chronique et tout, puis ça s'était bien passé. Voilà, c'était arrivé, j'étais peut-être fatiguée, j'ai oublié quelque chose, mais ça m'avait complètement démontée intérieurement, puis j'avais comme perdu confiance. Et je dis, non, je suis pas capable de faire ça, là, c'est pas mon métier, il faut que je fasse autre chose, là, quasiment. Et il m'a dit, non, faut tout de suite, c'est un peu comme tu tombes à vélo, là, il faut que tu te remettes sur ton vélo tout de suite, parce que sinon tu vas le traîner, puis tu vas pas être capable de briser, en fait, cet état d'esprit. On reste donné avec cette peur. Ouais, ça exactement. Ouais. Donc, et est-ce que tu as eu besoin d'aide après au niveau émotionnel? C'était le lendemain, donc tu n'as pas eu énormément tu as dû parler à des gens. Est-ce que tu avais des personnes avec qui tu as pu... pour être honnête, à ce moment-là, non, mais j'aurais très bien pu me tourner, mais on n'est comme pas le temps, là. C'était comme, je me suis parlé à moi-même, là, toute seule. Des fois, on est juste tout seul, des fois. Hein, il faut se dire les vraies choses. Puis ça a été, OK, t'es capable, tu connais tes choses. Des fois, moi, je suis comme, c'est ça, avant d'aller en ondes, c'est, tu connais ton histoire, tu connais ci, tu connais ça. Il n'y a pas de raison, Géraldine, il n'y a pas de raison, OK? Il n'y a pas de raison. Puis c'est reparti comme ça. Mais de me donner confiance, je me donne toujours confiance sur le contenu. Je me dis, je vais aller rarement, je faisais rarement une entrevue, quelque chose comme ça, ad lib. Avec les années, c'est sûr, je suis beaucoup plus capable de rebondir sur toutes sortes de sujets, mais d'être toujours préparée, moi, ça me donne de l'assurance. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, qui trouvent leur assurance ailleurs ou qui ont une assurance innée. Mais même si, tu vois, j'ai fait 15 ans dans les médias, je suis quand même sur beaucoup de tribunes et tout, j'ai quand même ce petit stress toujours, très sain, mais j'arrive pas en me disant ça va être bien facile, zéro stress, jamais. Puis j'ai besoin de me dire, OK, attends, moi, je sais quoi déjà là-dedans? J'ai besoin de me rassurer, et ma technique, c'est de me rassurer sur le contenu. Je fais, qu'est-ce que je sais que les autres ne savent pas? OK, puis que je vais pouvoir transmettre, puis que je vais sentir que, OK, je pense que j'arrive à quelque chose de différent, puis là, ça me donne confiance, et je le sens. Connaître tes forces aussi, certainement, aide de savoir dans quoi tu es bonne pour pouvoir rebondir là-dessus, je suppose. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, je sens ta question, c'est quoi tes forces, Géraldine? mais oui, mais c'est marrant parce que les forces qu'on a
au début de sa carrière versus ça change tout le temps, là, tu vois. C'est sûr qu'on m'a souvent dit justement que j'avais une force en communication. Puis moi, j'ai jamais étudié en communication. À la base, j'ai une maîtrise en finance, donc rien à voir. Et je me suis vraiment découvert ça en arrivant au Québec. Là, je n'ai aucune idée. Pour être journaliste, il fallait savoir écrire. Moi, j'avais jamais écrit. J'avais été à l'école, là. Mais bon, donc ça se cultive, ça se développe et tout. Donc ça, je pense que ça a été une force. La force ça, j'ai toujours gardé, de toujours anticiper. Quand j'ai commencé au début de ma carrière, il fallait que je sois extrêmement organisée. On avait des émissions de télévision quotidiennes et on partait d'une page blanche tous les matins. Puis on était en ondes à 18h30. Là. Donc il fallait vraiment remplir l'émission. Puis il ne pouvait pas y avoir de trou, quoi que ce soit. Donc ça a été vraiment très, très formateur. Là. Je ne peux pas dire que je suis arrivée avec cette force comme ça. C'est vraiment en pratiquant que je me suis découverte. Je me dis, OK. Donc je pense que je suis très organisée. Mais en tout cas, ma collaboratrice, mon adjointe me dit que je ne suis pas pire. Alors je me dis, on doit former un bon duo. Mais ça, en fait, l'organisation me permet d'alléger ma charge mentale. Donc, OK, ça, je le mets là, j'ai pu l'avoir dans ma tête. Ça, OK, on le planifie parce qu'il y a ça qui s'en vient. Et que j'ai pas besoin d'y penser. Pas besoin d'y penser. Là, ouais. Exactement. Donc, ça réduit la charge mentale. On est vraiment pareil à ce niveau-là, je pense. Aujourd'hui, avec ce que tu vois des organisations, des entrepreneurs, de où s'en va le monde international et économique, ici aussi au Québec et au Canada, quel défi tu pressens pour nos organisations qu'ils vont vivre dans le futur? Oui. Bon, j'aimerais ça avoir une boule de cristal, Zara, là, c'est sûr que j'en ai pas, mais ce que je peux dire, c'est qu'on ressent... Mon intuition, on ressent quand même des choses actuellement. Avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a quand même un ralentissement. Bon, plusieurs choses. Je vais retourner un petit peu en arrière. Il faut revenir, à mon sens, en 2008, quand il y a eu la crise financière de 2008. Il y a vraiment eu un changement, je trouve, dans l'approche des entrepreneurs qui ont un petit peu remis en question l'entrepreneuriat classique, traditionnel, basé sur les piliers du capitalisme. Bon. Et là, on a commencé à voir vraiment émerger une tendance d'entrepreneurs sociaux. Donc, tourner vers, oui, moi, je suis entrepreneur, mais je veux améliorer la société dans laquelle je vis, dans laquelle on vit, dans laquelle mes enfants vont vivre. OK? Et ça a été le début vraiment d'un mouvement là qui est parti, puis qui s'amplifie quand même, mais qui actuellement traverse quand même un petit passage, peut-être pas à vide, mais un petit peu plus inquiétant. Parce qu'on voit très bien qu'il y a beaucoup d'organisations qui se retirent des politiques EDI. On voit que le développement durable, on commence à se dire, ça vaut-tu vraiment la peine? Bon, puis ça, là, moi, ça fait juste renforcer mes convictions. Tu sais, je me dis, non, il ne faut pas lâcher, là. Donc, je pense qu'il va y avoir une forme un peu de clivage. Ceux qui vont y croire, puis qui vont continuer, qui ne vont pas lâcher, et volent, ça, c'est sûr. Puis ceux qui vont s'en détacher, ça, je trouve ça un peu malheureux, là. Puis l'entrepreneur, là-dedans, c'est sûr que l'entrepreneur social, là, ça sera peut-être un petit peu plus difficile de naviguer là-dedans. Parce qu'à la fin, tu te rends compte, OK, c'est encore le profit qui drive tout, là. Puis nous, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est qu'on peut avoir du rendement social, du rendement environnemental, tout en faisant des profits, que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est vraiment ça qu'on veut démontrer. Mais il va falloir qu'on développe des stratégies un petit peu plus précises, un peu plus fortes, un peu plus réfléchies pour continuer dans cette lutte-là. Se poser certainement plus la question aussi en tant qu'entrepreneur, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma conviction aussi, enfin revenir à soi, raison d'être. Ma raison d'être, exactement. Pour pouvoir réaligner et dire ok, je m'en vais dans quelqu'un et qu'est-ce que je choisis pour... Mais il y en a plein des entrepreneurs qui veulent faire. J'ai eu la chance de faire une tournée du Québec là, depuis que je suis arrivée chez Evol, puis il y en a plein des entrepreneurs. Puis nous, notre rôle, c'est de voir, OK, comment on peut les aider? Comment on peut les aider? Puis il y a quand même des programmes, il y a de l'aide et tout, mais il y a quand même du travail à faire pour que les outils financiers soient plus adaptés. Les entrepreneurs vont avoir des bonnes idées, mais parfois, ils ont un enjeu de gestion des liquidités. Puis à ce moment-là, plus personne ne veut leur prêter. C'est trop risqué. Ou souvent, les prêteurs, ils veulent prêter quand ils sont sûrs que les revenus vont être au rendez-vous. Ben oui, mais dans ce cas-là, comment tu fais pour
Pour se rendre aider, pour se déjà à rendre cette là, étape-là. voilà. Puis tu as toute une catégorie d'entrepreneuriat qui est technologique, tout ça, où tu as des fonds de capitaux de risque, mais tous les autres qui sont moins technologiques, mais qui sont tout aussi intéressants et pertinents, puis qui ont de l'impact. Comment tu fais pour les aider? Donc, il y a encore du travail à faire là-dessus. Je me préoccupe de tout ce qui est santé mentale aussi au niveau des entrepreneurs. Tu sais, la COVID, ça a été difficile. Ça a été éprouvant. Il y a eu quelques faillites aussi d'entreprises québécoises. Alors, tu sais, quand tu hésites à te lancer en entrepreneuriat, puis que tu vois, il ou elle a fait faillite, mais ça peut Puis te des grosses refroidir boîtes un aussi. peu, Enfin, des grosses boîtes, ouais, des entreprises, des PME établies. Là. Donc là, ça fait réfléchir quand même, mais il faut continuer à mettre de l'avant des modèles, absolument. Là, c'est super important. Mais je peux comprendre qu'il y ait une petite phase, des fois, de découragement. Donc, après, heureusement que voilà. les organisations comme vous existent parce que... Mais on essaie de faire notre part, on n'est pas les seuls. Tu sais, il y a quand même tout un écosystème, vraiment. Il y a tout le défi du repreneuriat, du transfert d'entreprise qui est majeur. Puis il y a plusieurs organismes comme Repreneuriat Québec notamment, qui est très impliqué pour aider les entrepreneurs. Je prétends pas qu'on est tout seul, mais je suis très fière de la niche en fait qu'on a développée, qui est vraiment sur l'inclusion, la petite entreprise, le développement durable, le prêt. Et on est fiers de dire qu'on soutient la petite entreprise. On a à peu près 232 000 entreprises au Québec. Il y en a 200 000 qui ont moins de 10 employés. Okay? Donc, ça donne une idée un peu de... on est une économie de petite entreprise. Ça prend des grandes, oui, pour rayonner, pour avoir une économie d'échelle. Mais d'abord, avant d'être grandes, elles ont toutes été petites. Hein. Donc, à un moment, il faut travailler sur notre pépinière. Et puis, de celles-ci, on a certaines qui vont émerger. Puis les autres, c'est correct. Que les autres, elles restent... petites et elles jouent leur rôle et ça fait de nous une économie plus résiliente aussi quand il y a un choc. C'est quand une ou deux entreprises qui contrôlent toute l'économie chutent, ça déstabilise toute l'économie. Et si c'est deux petites entreprises qui chutent, évidemment, c'est moins déstabilisant. Donc, définitivement. C'est une force aussi. Pour te nourrir, toi, personnellement, pour continuer à faire ce que tu fais, je sais que tu t'impliques au Festival Colline au lac Mégantic. Tu m'en avais parlé. Mais c'est le festival, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te nourrissent, qui fait que tu arrives à continuer à faire et être la leader que tu es? Parce que moi, j'ai l'impression que le perso et le pro, je fais pas beaucoup de différence et de distinction entre les deux. Pour moi, c'est vraiment intimement lié. Et je me nourris des deux pour pouvoir être qui je suis. Tout à fait d'accord. Moi aussi, Zara, complètement. Mais en fait, tu donnes l'exemple du Festival Colline. En fait, on est très impliqués bénévolement, la famille, dans la reconstruction de lac Mégantic, en fait. Particulièrement mon conjoint avec ses fils. Et puis, en fait, toutes les pièces rapportées au sens familial et amical, là, donc tous les conjointes. Et ça donne beaucoup de sens, en fait, à ce qu'on fait parce que la majorité, on est bénévole, puis on voit qu'on est capable d'avoir un impact sur la communauté. Donc, je crois beaucoup à ces projets bénévoles-là. Alors, je te répondrai pas, oui, le sport et tout, idéalement, mais je suis pas très assidue. Là, il faudrait que je le sois un petit peu plus. Mais ces projets-là me stimulent beaucoup de voir comment on est capable d'amener du bonheur, de la joie, des connexions au sein d'une communauté. Ça aurait pu être ailleurs, il se trouve que c'est là, c'est parfait. Donc, et d'utiliser pourquoi pas la culture, mais ça aurait pu être autre chose aussi. Donc, je conseille aux gens, gardez-vous du temps pour des projets un peu plus personnels, même si moi, si je suis impliquée aussi au Festival Colline, je suis sur le conseil d'administration, mais j'arrive avec mon expertise, mon bagage, et puis on peut aider évidemment avec le volet professionnel. Hein. Comme tu dis, le tout est lié, mais ça développe le sentiment de fierté. Ça permet aussi de montrer à nos enfants. On est des modèles aussi pour nos enfants. D'application. Le bénévolat, c'est important. S'impliquer dans la communauté, c'est important. Voici pourquoi. Voici ce que ça donne. Puis oui, on est capable de concilier tout ça avec un travail. Et nous, on offre chez Evol une journée bénévole payée, en fait, à tous nos employés. Pour justement donner ce signal-là que c'est important de s'impliquer. Et donc, ça fait partie de nos statuts, là, mais c'est une journée payée, offerte par l'organisation pour que les gens
puisse s'impliquer sans en train de se dire, il faut que je prenne un congé, il faut ci, il faut ça. Non, c'est Ça facilite et puis ça stimule le sens aussi, parce que là, ils ont l'impression vraiment de contribuer à l'intérieur de... C'est très aligné avec nos valeurs sûr. aussi. Donc, Bien sûr. Donc voilà. C'est extraordinaire. Puis essayer quand même, pour répondre de manière un peu plus complète à ta question, essayer aussi de garder un équilibre quand même entre la famille puis le travail, que ça soit bénévole ou pas. Parce que, essayer un exemple concret là avec les enfants, j'ai 2 ados. Puis c'est facile que les ados, on les voit plus à la maison et tout. OK, ce soir, les enfants, on soupe ensemble. C'est pas le choix, là. On soupe ensemble, OK? De forcer, parce que sinon, chacun dans son coin, ils sont avec les amis, l'un après l'autre, ils défilent dans la cuisine, et puis finalement, on se croise pas. C'est facile. Donc, il faut provoquer ça. Ouais. C'est ça, puis ça, le rôle de parent. Puis ça nourrit, en fait. Pour moi, c'est toutes ces parties-là qu'on est en train de nourrir de notre être qui font qu'au final, on est heureux et on est bien. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, on se parle, tu sais, on fait OK, t'as fait quoi aujourd'hui? Comment ça a été à l'école? Donc, il faut créer ces moments-là. Ces moments-là. Mais, j'aime ça. Il n'y a pas de règles. Par contre, ça, j'ai jamais réussi à OK, tous les lundis, je fais du sport, tous les mardis, je soupe avec. Ça, j'y arrive pas, là. Tu sais, c'est toujours en mouvance et tout. Puis, c'est ta recette. Voilà. Je pense que l'important, c'est de trouver son rythme à travers qui on est au final. Puis les défis du quotidien, exactement. Bien sûr. En fait, et ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est cette flexibilité-là, cette agilité-là qu'on doit avoir, peu importe, pour pouvoir surfer sur la vague, comme tu dis, des priorités, surfer sur ce qui arrive, etc. Donc, c'est beau. Si tu avais la chance de rencontrer la petite Géraldine de 7-8 ans, que lui dirais-tu? Oh. Alors, attends, la petite Géraldine de 7-8 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de toujours écouter sa petite voix intérieure. Je lui expliquerai c'est quoi la petite voix intérieure, ok? Parce que en général, c'est vraiment à elle que tu peux faire le plus confiance, ok? C'est sûr, tu as tes proches et tout, mais c'est cette petite voix intérieure, c'est ton toi le plus profond là. Et ça m'est arrivé de ne pas l'écouter aussi. Puis, spontanément, je lui expliquerai c'est quoi cette petite voix intérieure. Comme, des fois, tu fais quelque chose, mais il y a un petit quelque chose qui te dit que, ou tu as un petit mal de ventre qui te dit mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te parle ou qui ne te parle pas, justement. Il faut que tu prennes le temps de t'arrêter et comprendre. Donc, je crois que je lui dirais ça. J'aime ça, j'aime ça. On va terminer avec un jeu. Tu vas me définir 3 mots que je vais te donner, puis ta définition. OK. Connexion. Confiance. Communauté. Sens. Et partage. Amour, je ne sais pas pourquoi. Le mot amour qui me vient. Je ne sais pas s'il fallait que je réponde en un mot, mais c'est parfait. Tout simplement. Parfait. Merci infiniment d'être toi et le leader que tu es, Géraldine. Merci beaucoup, Zara, pour ton écoute et tes belles questions. C'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est partagé. Merci beaucoup. Vous avez aimé, mais likez, commentez, parce que c'est comme ça qu'on sait que vous êtes là. Et puis, ça donne toujours du courage. Vous savez, je fais ça toute seule, donc ça donne toujours du courage de savoir que vous m'écoutez. Et puis, osez nous poser vos questions, parce que c'est comme ça qu'on alimente le réseau. C'est comme ça aussi qu'on s'entraide. Alors, c'est ensemble qu'on avance.